Rejoignez-nous, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, je vous en prie, pour cette conférence, cette manifestation Transition énergétique, un projet de société. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. J'espère que ces assises se passent pas trop mal. La ville n'est pas désagréable, on y circule en tram. Ce soir, il y a une soirée de gala, me semble-t-il. La Garonne nous accueille avec des yeux un petit peu gris aujourd'hui. Et avec grand bonheur, eh bien, nous avons à la fois Maryse Arditi, ici présente, qui représente France Nature Environnement, donc 3000 associations, on va dire à peu près, d'environnement pour le côté énergétique, et Gaël Giraud, que vous attendez. Voilà, installez-vous tranquillement. Donc Gaël Giraud, qui est économiste, qui est mathématicien, qui est jésuite, qui est un homme qui s'intéresse à la transition écologique en général et la transition énergétique en particulier. Gaël Giraud donc travaille au CNRS, enfin il est directeur de recherche au CNRS, membre de l'école d'économie de Paris, du conseil scientifique du laboratoire d'excellence sur la régulation financière, travaillant aussi donc faisant partie du conseil scientifique, mais donc travaillant aussi pour la fondation Nicolas Hulot, auteur de l'illusion financière. Et alors, cher Gaël Giraud, je vous en prie, prenez ce micro. On ne va pas dire exactement que vous appartenez à ce qu'on pourrait appeler, vous n'êtes pas exactement un néolibéral. Vous souhaitez une réforme de l'euro, un engagement de l'Europe en faveur d'un protectionnisme écologique et social. Est-ce que ça, vous pouvez le confirmer, on va dire? Oui, c'est assez juste, oui. Ça va, le micro marche? Oui, ça y est, ça fonctionne. Je peux répondre très rapidement sur ce point-là. Je suis de ceux, effectivement, qui pensent que la zone euro est mal construite, qu'une partie de nos problèmes proviennent de ce défaut de construction et qu'il faut non pas sortir de la zone euro, mais réformer de l'intérieur la zone euro. Voilà. Évidemment, c'est un sujet un peu compliqué aujourd'hui, puisque ça ne vous aura pas échappé, c'est une question un peu taboue, mais je suis assez confiant dans le fait que nous allons tôt ou tard être contraints par la réalité d'en venir à mettre en œuvre ces réformes de la zone euro. Et aussi une véritable séparation donc des banques d'affaires d'un côté, évidemment les banques de crédit de l'autre. D'ailleurs, c'est plutôt Michel Barnier, il faut juste le rappeler, qui a essayé donc cette affaire-là, hein, plutôt que notre gouvernement. Enfin, Oui, alors ça c'est un énorme sujet qui est lié à la très très grande question de la régulation des marchés financiers. Je crois, avec beaucoup d'autres économistes quand même, qu'il est très important pour nous, pour assurer notre prospérité, que nous régulions les marchés. Nous avons fait une énorme bêtise il y a 40 ans de nous lancer dans une espèce d'expérimentation in vivo qui consistait à déréguler tous azimuts les marchés financiers. Je pense que maintenant, il n'y a plus beaucoup d'hésitation sur le fait que ceci est une erreur. Il faut les réglementer, les re-réglementer intelligemment. La première étape pour ça, à mon avis, c'est de séparer les banques en deux activités qui, jusqu'à une date très récente, ont toujours été séparées en France. Les banques dites universelles, c'est-à-dire qui mélangent à la fois le métier dépôt-crédit, ça c'est la banque que vous connaissez au coin de la rue, avec le métier banque d'affaires sur les marchés financiers. Le mélange des genres en France date du début des années 90. Donc c'est très récent. Et en fait, c'est une catastrophe à mon avis. Et donc la difficulté, si vous voulez, c'est qu'en France, on a passé une loi de séparation bancaire en 2013 qui est supposée séparer. En tout cas, c'est ce que dit le préambule de la loi. Et mon constat, mais aujourd'hui, c'est un constat qui est partagé quasiment par tout le monde, c'est que cette loi ne sépare pas. Elle oblige les banques à cantonner dans une filiale entre 1 et 2% de leurs activités de marché. Autant dire que c'est absolument négligeable. Pas beaucoup. Et donc le commissaire européen Michel Barnier a tenté de lancer une directive européenne qui, elle, sépare un peu plus. Et jusqu'à présent, il a été plutôt barré, et malheureusement, par l'Allemagne et aussi par la France. Alors Gaël Giraud, donc vous dites que la dérégulation financière est notre veau d'or, et puis vous dites aussi, donc on arrive véritablement donc au cœur de notre sujet, il faut surtout nous débarrasser de ce conte de fées selon lequel les marchés financiers dérégulés sont efficaces et relèveront le défi climat-énergie à notre place. Oui, ça c'est un point capital pour la raison suivante. Vous le savez, nos banques centrales ont créé des milliers de milliards d'euros, de dollars, de livres sterling en Angleterre, de yens au Japon. Et la récente décision par Mario Draghi cette semaine de continuer à créer des milliers de milliards à destination des banques poursuit, disons, cette logique-là. Et vous avez observé aussi que cette manne monétaire n'a pas l'impact auquel on pourrait s'attendre dans l'économie réelle. Pour une raison relativement simple, qui est que les banques qui reçoivent, qui sont juste en dessous des chutes du Niagara, si je puis dire, utilisent cet argent frais pour jouer sur les marchés financiers. Pourquoi le font-elles? Mais parce que, en moyenne,
sauf si vous faites faillite, ça rapporte beaucoup, beaucoup plus d'investir sur les marchés financiers que dans l'économie réelle. Quand vous êtes face à une économie réelle qui n'a plus de croissance, ce qui est en gros le cas de la zone euro depuis quelques années, qui n'a aucune perspective sérieuse et réelle de retrouver de la croissance dans les années qui viennent, ça c'est mon point de vue, mais il est très partagé, et que vous êtes une banque, que vous n'êtes pas une banque spécialement florissante, et le secteur bancaire européen n'est pas florissant, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de placer l'argent que l'on vous prête à taux nul. La BCE aujourd'hui prête à taux nul aux banques. Vous allez essayer de le placer dans des opérations qui rapportent beaucoup très vite. Plutôt que de prendre le risque de prêter à l'économie réelle avec un risque sérieux de défaut, puisqu'en face, la contrepartie va devoir se débrouiller pour faire fructifier cet argent dans un environnement qui est quand même très très hostile, l'environnement d'économie réelle, puisqu'il n'y a plus de croissance. Plutôt que de courir ce risque-là, vous allez le placer sur les marchés financiers. Or, sur les marchés financiers, vous pouvez faire des opérations dites à très fort effet de levier, c'est-à-dire qui potentiellement peuvent rapporter beaucoup et très vite, que vous ne pouvez pas faire dans l'économie réelle. Et ceci n'est rendu possible que grâce à la dérégulation financière. La dérégulation permet de faire des opérations de très grande envergure, avec peu de capital propre, peu de fonds propres, et donc de prendre des risques considérables qui, lorsqu'ils ne se matérialisent pas en sinistre, rapportent beaucoup, et lorsqu'ils se matérialisent en sinistre, font perdre beaucoup. Donc, vous vous souvenez de la crise des subprimes, du fait que, par exemple, la totalité du secteur bancaire islandais et irlandais ont tous les deux fait naufrage en 2010, complètement. Donc, ça veut dire que ces prises de risques inconsidérées sont capables de mettre au tapis la totalité du secteur bancaire d'un pays. Bon. Et en ce moment même, je suis en train de terminer un rapport pour le Parlement européen, à la demande du Parlement, sur combien pourrait nous coûter un éventuel prochain krach bancaire en zone euro, avec le projet d'union bancaire dont nous avons accouché, dans la souffrance d'ailleurs, à l'été dernier, au printemps dernier. Ma réponse est: ça va nous coûter très très cher. Nous n'avons pas pris du tout les moyens de nous prémunir contre un prochain krach bancaire. Et malheureusement, tous les signaux sont au rouge, c'est-à-dire que nous sommes en train d'accumuler tous les symptômes qui montrent que, vraisemblablement, on pourrait avoir une nouvelle crise financière dans les mois ou les années qui viennent. Et en même temps, on va dire que depuis 2007, la bourse, les capitalisations boursières se sont extrêmement bien portées, parce qu'elles sont même supérieures à 2007 aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire que vous avez un découplage entre les cours de la bourse, qui sont de nouveau repartis dans des altitudes himalayesques, donc, comme vous venez de le dire, qui sont au-dessus aujourd'hui des cours qui étaient les leurs juste avant la crise de 2007, alors que l'économie réelle n'a pas du tout tourné la page de la crise. Donc vous avez un découplage, ça veut dire que les investisseurs qui interviennent sur les marchés financiers font preuve d'un optimisme complètement déraisonnable, puisque l'économie réelle ne peut pas suivre la hausse des cours de la bourse financière. Du coup, un certain nombre de ces investisseurs privés qui aujourd'hui s'endettent pour pouvoir profiter de la bulle sur les marchés, vont se retrouver incapables eux-mêmes de payer leurs dettes, tôt ou tard, parce que l'économie réelle qui, elle, génère du profit, ne pourra pas suivre. Alors, voilà. Simplement, ça, si vous voulez, c'est le préambule, histoire de plomber un peu l'ambiance, on est bien d'accord? Voilà, donc posez-vous, tout va bien. Donc si vous venez juste d'arriver, notre ami ne vient pas de Corée du Nord, pas du tout, non, c'est pas ça du tout. Gaël Giraud, donc économiste, je rappelle, mathématicien, faisant partie de la Compagnie de Jésus. Donc en même temps, c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui fait, on va dire, vœu de pauvreté et qui en même temps donc côtoie effectivement les grandes ce monde avec le secteur bancaire. En ce qui concerne, en vous écoutant, Gaël Giraud, donc ce que disait Hugo Chavez, qui était un type au niveau de l'excès qui était assez formidable. Il disait, enfin souvenez-vous, il disait si le climat était une banque, il y a bien longtemps qu'on l'aurait sauvé. Voilà, bon, c'est QFD, donc vraiment c'est ça. Alors maintenant, effectivement, cliquons avec vous donc sur la case, on va dire, transition énergétique. Parce que là, projet de société, est-ce que ça fait sens aujourd'hui? Actuellement, réponse non dans l'ensemble de la société, mais ça pourrait faire effectivement un projet de société. Alors comment? Et puis, pourquoi quand même vous avez cet espoir, à la fois vous travaillez sur la transition, je le rappelais, écologique au sens général, parce que on n'est pas sur un congrès sur la biodiversité, mais enfin, n'empêche que sans biodiversité, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir effectivement tenir le coup. Très intéressant, par exemple, ici à Bordeaux, ici même, il y a un plan climat aussi énergie, bon, qui est un peu obligatoire, mais quand même, sur les vignobles de Bordeaux. Et donc c'est 100 000 hectares aujourd'hui, 110 000 hectares pour être précis. Et donc, ils sont en train de se poser toutes les bonnes questions sur la biodiversité, sur l'énergie, sur le réchauffement climatique. Ils sont arrivés déjà à moins 9%
Et il faut arriver à moins 20% évidemment de consommation d'énergie renouvelable. Et on sait très bien que les 10 premiers pourcents sont les plus faciles. Et puis après, ça devient plus compliqué. Mais ça touche tout le monde et la biodiversité aussi. Parenthèse refermée, transition énergétique. Vous dites il faut investir massivement dans la transition énergétique. Donc racontez-nous quelle est votre vision des choses. Quelle peut être la place de l'État, la place des collectivités, la place des particuliers? Alors, il va me falloir quelques minutes pour répondre à cette question. Je me tais, allez-y. Alors, premièrement, à mon avis, il y a un point qu'il faut absolument qu'on comprenne, c'est que, de mon point de vue, nous sommes dans une espèce de grande panne de projets politiques depuis une quarantaine d'années. La génération en France qui est arrivée à l'âge adulte en 1945, juste après la guerre, au moment où on ouvre Auschwitz, bon, on vient d'en célébrer l'anniversaire, cette génération-là a une mission historique qui est très claire, qui est de reconstruire. La France est détruite, bon, on reconstruit. Et cette génération héroïque a fait cette mission, a accompli sa mission historique en une génération. En gros, dans les années 70, pour caricaturer, pour simplifier, la France est reconstruite. Et la génération qui arrive à l'âge adulte dans les années 70 n'a plus la reconstruction comme mission, puisque c'est fait. Question, qu'est-ce qu'elle a comme grande mission historique? Eh bien, elle n'en a plus. Parce qu'elle ne peut pas non plus épouser naïvement les grands idéaux, si vous voulez, de la fin du XIXe siècle, liés au progrès technique, parce qu'elle a appris entre-temps, et à juste titre, que le progrès technique, ça peut aussi conduire à Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki et au Goulag. Et donc, moi, il me semble que la génération des années 70, d'une certaine manière, arrive dans une espèce de grand vide, hein, un petit peu comme le peuple hébreu, rappelez-vous, quand il sort d'Égypte, hein, emporté par Moïse, bon, il traverse la mer à pied sec, donc ça, c'est la reconstruction. La sortie d'Égypte, c'est la sortie du totalitarisme. Déjà la sécheresse, à pied sec. Il traverse la mer à pied sec, il arrive au désert, mais au désert, personne n'a la feuille de route pour aller vers la terre promise. En plus, Moïse va sur le mont Sinaï pour aller parler avec le bon Dieu, donc il est loin. Donc ça, c'est la mort du général de Gaulle, vous voyez. Le général de Gaulle nous quitte. On n'a plus la grande figure du patriarche qui nous conduit. Bon. Et d'une certaine manière, le peuple se retrouve au milieu du désert, abandonné. Et il a la trouille, bien sûr, parce qu'il ne sait pas à quoi faire. Donc le texte biblique, d'ailleurs, dit certains membres du peuple disent, au fond, on ferait mieux de retourner en Égypte. Ça, c'est la tentative du retour à, disons, une sortie de route antidémocratique. Et cette tentation est très forte aujourd'hui, à mon avis, en Europe, de l'Ouest et en France aussi. Bon. Et donc, à partir des années 70, à mon avis, nous sommes dans ce climat-là, d'espèce de déprime, vous voyez, politique, au sens où nous n'avons plus de grands récits pour nous dire pourquoi nous avançons, vers quoi, quel est notre objectif, c'est quoi l'horizon, l'idéal, qu'est-ce que nous allons transmettre à la génération d'après et qu'est-ce qui nous relie à la génération d'avant. J'ai presque dire que le consumérisme qui devient un peu effréné prend la place de cela. Exactement. Alors le consumérisme arrive là comme espèce d'idéal de substitution, mais franchement, changer d'iPhone tous les 6 mois, c'est pas un idéal de vie. Et puis surtout, à ce moment-là, rappelez-vous, le peuple hébreu se construit un veau d'or, et notre veau d'or, c'est les marchés financiers. C'est à ce moment-là qu'on s'imagine cette folie qui est de croire qu'on va pouvoir faire reposer la prospérité de notre société sur les marchés financiers. Alors que, du point de vue de la théorie économique, y compris la plus orthodoxe, la plus néolibérale, c'est absolument impossible. Les marchés financiers sont juste un outil pour réallouer du risque et du capital, donner en gros des contrats d'assurance à des personnes qui ne peuvent pas aller voir leur assureur, et rien de plus. Ça ne peut pas constituer le lieu où la prospérité se construit, où la valeur ajoutée se dégage, c'est impossible. Du coup, nous sommes bloqués aujourd'hui parce que ça fait 40 ans que nous nous habituons malgré nous à vivre sans projet, dans une forme de déprime inconsciente, non dite. Et en plus, il faut nous débarrasser de cette illusion mortifère qui est de croire que les marchés vont nous sauver. Donc il faut, à mon avis, re-réguler les marchés et réadopter collectivement, et à mon sens, c'est l'option que je prends, c'est la transition écologique, la transition comme grand projet de société. C'est ça ce qui est devant nous, à mon avis. Alors là maintenant, effectivement, après, comment on s'y prend? Parce que ça, c'est assez enthousiasmant. C'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où la peur est une valeur sûre. C'est une manière effectivement d'entretenir de toute façon les peuples. Ça, c'est paraissant aussi là où il faut. On est sans arrêt soumis à des alertes, que ce soit des alertes météo, des alertes de crises diverses et variées. Très bien. Tout ceci n'est pas un projet. On le sait. Donc aujourd'hui, maintenant, ce projet donc écologique. Ce fameux faire sens, ce fameux faire société ensemble, on l'a fait il n'y a pas longtemps, donc en allant marcher, parce que là, il y avait vraiment le feu à la République. Mais comment on pourrait... les gens ne vont pas descendre dans la rue aujourd'hui pour le... Enfin,
certains descendent dans la rue pour le climat. Hier soir, c'est très intéressant. Il y avait une soirée donc à Bordeaux avec Alternatiba, donc qui vient du Pays Basque, et donc ce sont des alternatives un petit peu un peu partout en France et aussi en Europe, qui montrent bien que la société civile a envie de se bouger. Bien, donc ça c'est une partie, mais c'est vrai que le militantisme est indispensable, mais ça ne peut pas résoudre tout, on le sait. Donc aujourd'hui, transition énergétique. Que faire? C'est-à-dire que comment alors d'abord peut-être effectivement des élus peuvent se dire je peux m'emparer de cela et alors, le faire irriguer après les uns sur les autres, ou bien effectivement ça vient comme je le disais aussi du peuple. Comment on s'y prend pour que ça marche et que c'est une viabilité économique? Oui. Alors premièrement, moi je crois il faut bien entendre que la transition écologique globalement, elle a comme chapitre majeur la transition énergétique, mais elle ne s'y réduit pas. La transition énergétique, c'est comment passer de notre économie actuelle, dont nous héritons à travers la révolution industrielle, qui est une économie essentiellement construite sur la consommation des énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz. Au fond, la révolution industrielle, c'est au XVIIIe, on apprend à domestiquer des sources énergétiques que nous avions déjà à notre disposition depuis très longtemps, mais que nous ne savions pas rendre productives, et qui permettent une croissance inouïe pendant 2 siècles et demi, que l'humanité n'avait jamais connue, et que probablement nous ne connaîtrons jamais plus, non plus. Ce modèle-là, d'une économie construite essentiellement sur le carbone, et mes propres travaux, par exemple, montrent que, essentiellement, la croissance des 30 Glorieuses, c'est avant tout dû à l'augmentation de la consommation d'énergie fossile. Ce qui est intéressant, juste pardonnez-moi, c'est que dans le PIB, vous pointez bien, je le disais hier, bon, que PIB est un instrument complètement imparfait, qui est l'art de compter ce que l'on gagne, mais jamais ce que l'on doit. Donc ce fameux PIB, en fait, fonctionne à peu près à la moitié, on va dire l'augmentation du PIB, c'est la moitié de l'énergie aussi que l'on consomme. Alors, même les 2 tiers, en fait. Pour donner quelques chiffres très très simples, vous allez voir, c'est 3 égale 2 plus 1. 3 égale 2 plus 1, tout le monde est d'accord avec ça. 3%, c'est l'augmentation du PIB par habitant sur la planète pendant les 30 Glorieuses, chaque année en moyenne. Donc c'est à la fois une moyenne dans le temps et dans les pays. Donc ça, c'est 3%. Et ce 3 se décompose en 2 plus 1. 2% d'augmentation de la consommation d'énergie par habitant. Et à l'époque, il y a très peu d'énergie renouvelable, donc c'est surtout l'énergie fossile. Plus 1% de progrès technique, d'efficacité énergétique. Donc le 1%, ça c'est nos petits bras, c'est l'intelligence, c'est le stress au boulot, c'est HEC, vous voyez, c'est ça. Bon. Il y a beaucoup d'HEC dans la salle. Depuis les années 80, l'équation 3 égale 2 plus 1 s'est transformée en gros, je simplifie beaucoup, en 1,5 égale 0,5 plus 1. C'est-à-dire que nous avons gardé le plus 1% du progrès technique, mais nous n'arrivons plus à augmenter la consommation d'énergie par habitant à la même vitesse que précédemment. Ça ne veut pas dire que la consommation d'énergie n'augmente pas. Elle continue d'augmenter, mais elle augmente de moins en moins vite et elle augmente quasiment à la même vitesse maintenant que la démographie. Rappelez-vous, les chiffres que je viens de vous donner, c'est par habitant. Et donc ça veut dire, si on comprend un tout petit peu ces chiffres, que la croissance, même si je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est ça l'alpha et l'oméga d'une société, mais la croissance, même si on vous promet qu'on va aller la chercher avec les dents, elle ne reviendra plus. Parce que nous n'avons pas le droit de continuer d'augmenter notre consommation d'énergie fossile, pour des raisons climatiques évidentes qui ont déjà été discutées ici. Donc il faut changer de modèle ou admettre, consentir à entrer dans une phase déflationniste pendant 40 ans, faute de pouvoir augmenter notre consommation d'énergie. Vous voyez, je crois que c'est ça la grande alternative devant laquelle nous nous trouvons. Et évidemment, dans cette alternative, moi je crois qu'il faut absolument qu'on décide résolument d'opter pour la transition. Alors maintenant, je reviens à qu'est-ce que c'est que cette transition. Donc le volet énergétique, c'est passer d'une économie carbonée, qui est la nôtre aujourd'hui, vers une économie décarbonée. Nos amis sont au point, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, comme vous le savez, il y a plein d'autres chapitres dans lesquels je ne vais pas forcément rentrer dans le détail maintenant, parce qu'on est aux assises de l'énergie, mais quand même, je le dis, la question de la biodiversité est fondamentale. La question des abeilles, c'est un exemple très très simple. Nous sommes en train de liquider l'espèce abeille sur la planète. Quand je discute avec mes collègues économistes, je leur dis, est-ce que vous êtes conscient de la gravité de ce qui se passe en ce moment au niveau des abeilles? Et ils me répondent, mon garçon, c'est pas bien grave, si un jour les abeilles disparaissent, c'est-à-dire dans quelques années, eh bien, on va polliniser avec des robots. C'est ça. Et en plus, c'est une chance inouïe parce que ça va créer du PIB. Vous voyez, ça va augmenter le PIB.
Question que je nous pose, est-ce que vous croyez qu'on va vraiment pouvoir polliniser la planète entière avec des robots? Je n'y crois pas une demi-seconde. Et quand bien même ce serait techniquement possible et ça augmenterait le PIB, est-ce que c'est ça le projet de société que nous voulons transmettre à nos enfants? Non, mais ça veut dire que pour ces gens-là, la nature est de toute façon une variable d'ajustement. Absolument. Donc c'est ça. Alors actuellement, les robots s'appellent en Chine, quand ils ont quand même bien réussi à dévaster aussi leur territoire, ils s'en rendent bien compte. Vous avez des petites mains, en général ce sont des femmes ou bien des enfants qui pollinisent donc effectivement à la main, donc les pommiers donc, dans leur pays. Alors, lorsqu'on essaie de faire comprendre effectivement ces fameux services rendus par la nature, grand classique, il faut mettre des chiffres. Face à des décideurs, ils mettent des chiffres. Bon, c'est pas comme ça qu'on peut l'interpréter après philosophiquement autrement. Et donc, aujourd'hui, cette fameuse pollinisation des abeilles, c'est en gros 155 à 160 milliards de dollars, si vous voulez. Le travail que font les abeilles. Alors, à côté de ça, je fais une petite parenthèse pour rester sur le sujet. Vous avez effectivement nos abeilles, donc nos Apis mellifera, autrement dit, les abeilles que nous connaissons qui produisent du miel, mais vous avez aussi toutes les espèces sauvages qui sont beaucoup plus importantes, dont on ne parle pas, et qui aussi pollinisent énormément donc aussi la nature. Alors comment effectivement maintenant, continuons donc sur la transition énergétique elle-même, proprement dite. Il se trouve qu'en 2013 surtout, il y a eu un comité national pour le débat sur la transition lancé à l'initiative du précédent gouvernement. Ce comité avait un sous-groupe qui était le comité des experts, dont j'ai fait partie, qui a fait un travail absolument magnifique, remarquable, pendant 1 an. Travail qui a été remis au gouvernement, qui compte en gros 2000 pages, où ce groupe d'experts, qui comportait 70 scientifiques de quasiment toutes les disciplines possibles et imaginables, donc vous aviez des énergéticiens, des spécialistes des nuages, spécialistes de la biodiversité, etc., a disons, fait une cartographie d'une douzaine de scénarios de transition énergétique pour la France. Donc, premier point fondamental, il n'est pas vrai que nous n'ayons aucune idée de la manière dont nous pourrions engager une transition énergétique en France. On a même 12 scénarios. Qu'est-ce qui distingue ces 12 scénarios? Essentiellement, le mix énergétique pour la France en 2035. Alors, suivant le mix énergétique que nous décidons de viser, évidemment, la route pour y parvenir n'est pas la même. Mais rappelez-vous, ça c'est le problème des Hébreux dans le désert. Suivant que vous pensez que la terre promise est au nord, à l'ouest ou au sud, vous ne prenez pas la même route. Donc ça veut dire premièrement que nous devrions nous engager ensemble, collectivement en France, et en fait en Europe, dans un débat démocratique pour savoir quel mix énergétique voulons-nous en Europe de l'Ouest, et en particulier en France, en gros en 2035. Et vous voyez bien que ça c'est déterminant parce que, à travers le mot mix énergétique, ça veut dire quelle est la part du nucléaire, quelle est la part éventuelle du gaz de schiste, en particulier dans le mix énergétique français en 2035. Ça, ce ne sont pas des affaires, à mon sens, qui doivent pouvoir se régler dans un cabinet ministériel ou dans les couloirs. Ça doit faire l'objet d'un vrai débat, en particulier pour ce qui est de la place du nucléaire. Moi, je n'ai pas d'option tripale sur le nucléaire, au sens où j'entends à la fois les arguments pour et les arguments contre, et je crois qu'il faut entendre ces arguments-là. Et quelle que soit la décision que nous prendrons, il faut la prendre collectivement, de manière que nous puissions l'assumer ensemble. Oui, mais là, c'est à la fois entre les mains, on le sait, donc des experts, des ingénieurs, du corps des mines et de la haute administration. Bon, donc ça ne fait pas encore débat complètement dans la société. Ça le fait parce que il y a des mouvements donc, qui commencent à monter. On voit aussi donc des territoires énergétiques aussi qui cherchent à atteindre une certaine autonomie. Ça marchera pas. On l'a bien entendu hier avec Virginie Schwartz, qui est un petit peu sur le fil de rasoir, donc pour nous expliquer que oui, effectivement, en même temps, on voit très bien qu'il va falloir un peu décentraliser, mais qu'en même temps, il faut rester donc régalien pour garder donc une unité énergétique pour tout le monde. Donc, comment on fait? Quand on discute avec les gens, je sais pas, les uns les autres, vous leur parlez d'énergie, ça commence à venir doucement, mais c'est pas le sujet de préoccupation. Voilà, alors je crois qu'il y aurait un risque majeur qui serait que la décision soit prise en fait sans consulter le peuple français. Ça c'est un premier point. Donc il faut qu'on en discute. Mais il faut qu'on arrive à en discuter sereinement sans que ça fasse une nouvelle affaire Dreyfus. Vous vous souvenez des caricatures de l'affaire Dreyfus, ils en ont parlé et 1 heure après tout le monde est par terre en train de se bagarrer, les chaises sont renversées. Alors etc. Sans aller jusqu'à l'affaire Dreyfus, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, alors je reviens sur ces 12 scénarios. Ce qui distingue ces 12 scénarios, c'est la nature du mix énergétique en 2035. Donc vous avez, si vous voulez, à un extrême, le scénario Négatep, qui vise essentiellement sur le nucléaire. Et puis à l'autre extrême, vous avez le scénario Négawatt, qui vise essentiellement sur une sortie la plus rapide possible du nucléaire, avec fermeture de la dernière centrale française en 2035, substitution entre aujourd'hui et 2035
au nucléaire et au pétrole et au charbon, du gaz, et puis à partir de 2035, des énergies renouvelables. Bon. Et entre ces deux extrêmes, vous avez toute une série de solutions intermédiaires. Tous ces scénarios ont en commun, et c'est ça qui est le plus intéressant, le volet demande. Donc là, ce que je viens de dire, c'est sur le volet offre, comment est-ce qu'on va produire de l'énergie pour pouvoir se chauffer, s'éclairer, etc. Et sur le volet demande, tous ces scénarios sont d'accord. Et donc c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer pour commencer, en réalité, dès aujourd'hui, la transition énergétique. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont 3 grandes étapes communes, qui sont, la première, la rénovation thermique des bâtiments. Pourquoi la rénovation thermique des bâtiments? Parce que les bâtiments, c'est l'un des tout premiers postes de consommation d'énergie fossile et l'un des tout premiers postes d'émissions de gaz à effet de serre en France. Donc, en rénovant les bâtiments, thermiquement, nous faisons d'une pierre deux coups. Et très certainement, ça va créer beaucoup d'emplois, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Dans la question rénovation thermique des bâtiments, qui à la fois pour que nous ayons moins besoin de nous chauffer en hiver et moins besoin de nous refroidir pour ceux qui habitent dans le sud en été. Dans cette question-là, il y a un petit blocage qu'il faut lever, qui est, mais au fond, pourquoi ne pourrions-nous pas nous contenter de durcir les règles d'efficacité énergétique du bâtiment neuf? La réponse est que nous avons la chance en France d'avoir un patrimoine immobilier extrêmement riche, et que donc si nous nous contentons simplement de peser sur le neuf, nous allons mettre 3 siècles pour que la totalité du bâtiment français soit rénovée. On ne peut pas attendre 3 siècles à cause de l'urgence climatique, donc il faut aussi attaquer l'ancien. Mais vous voyez qu'à partir du moment où on dit on va attaquer l'ancien, c'est un projet pharaonique, puisqu'il faut rénover thermiquement ce bâtiment dans lequel nous nous trouvons, le musée du Louvre, la caserne de pompiers à la Souterraine, dans la Creuse, les écoles primaires, le résidentiel entre Marseille et Aix-en-Provence. Vous voyez, bon. Donc c'est un énorme chantier. Moi, je suis de ceux... Alors, j'ai fait la proposition au gouvernement il y a 1 an et demi, avec des amis énergéticiens, des ingénieurs, que nous étudions la faisabilité de la rénovation thermique des bâtiments publics. Donc c'est un sous-sujet. Pourquoi les bâtiments publics? Pour la raison suivante, c'est qu'en Europe, personne ne l'a fait. Le bâtiment privé, nos amis allemands ont déjà commencé, en partie grâce à la KfW, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Mais le bâtiment public, personne ne l'a fait. Et donc, ça veut dire qu'on pourrait lancer ça au niveau européen. Grand projet européen. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que dans le programme Juncker, les 300 milliards de Juncker, la question de la rénovation thermique des bâtiments est montée très très haut dans l'agenda ces dernières semaines. Et ça, c'est grâce à nous. C'est grâce à la France. Alors, déjà, des collectivités le font, quand même. Déjà, pas mal de collectivités le font pour leurs bâtiments publics. Oui, alors en fait, il y a encore un énorme chantier à faire, honnêtement. On a fait l'étude à la demande du gouvernement. On a établi, d'abord, il fallait centraliser l'information du cadastre complet des bâtiments publics en France, qui n'était pas bien connu à Paris. Voilà. Donc, maintenant, nous savons combien il y a d'écoles primaires, etc. Bon. Et combien ça coûterait les rénover, sachant qu'il y a, comme vous le savez sûrement, au moins 3 profondeurs de rénovation thermique, que ça coûte plus cher quand on arrive au degré 3, etc. Je vous passe les détails. Et la question qui était posée évidemment par le gouvernement, c'est, une fois que vous aurez montré que ceci est techniquement réalisable, comment est-ce qu'on le finance? Et la réponse que nous avons proposée, c'est de dire, incitons le secteur bancaire traditionnel, et 2 banques sont venues avec nous, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole, incitons le secteur bancaire traditionnel à financer par des prêts longs à bateau, avec la garantie publique. C'est-à-dire l'État est partie prenante dans le projet et dit... Il y a un certain nombre de prêts fléchés vers la transition énergétique, en particulier vers la rénovation thermique des bâtiments publics, sur lesquels je mets ma garantie. Je prends mes responsabilités. Alors évidemment, ça veut dire que l'État va exercer un droit de regard, de contrôle sur ce qui sera effectivement fait. Il ne s'agit pas de faire un chèque en blanc aux banques. Mais ça peut aider les banques. Alors, nous sommes en train de discuter avec les banques pour qu'elles acceptent de jouer le jeu, comme elles sont elles-mêmes dans une situation, comme vous le savez, qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Elles ne sont pas forcément hyper enthousiastes à l'idée de se lancer dans ce projet. Enfin, on en a quand même 2 qui nous ont suivis. Voyez. Donc c'est ça la proposition. J'espère bien qu'on va avancer sur ce projet-là. Et c'est pour vous montrer qu'il est possible, à condition d'être un tout petit peu imaginatif, de trouver des solutions à la fois techniques et des solutions de financement. Moi, la très bonne nouvelle que j'ai découverte il y a 1 an et demi, parce que ce n'est pas tout à fait ma spécialité, je suis économiste moi, de formation et plutôt mathématicien, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle technique majeur à la rénovation thermique. On sait le faire en France.
On a les meilleurs ingénieurs du monde, il n'y a aucun problème pour faire la rénovation thermique. Il y a pas d'obstacle on a juste la technique. formation qui est actuellement en train d'ailleurs d'être effectuée, aussi Voilà. bien par Alors, la FFB, tout par à la fait. CAPEB, par Calibat, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais Alors là, il y voilà. a un enjeu parce qu'on a un goulet d'étranglement sur la main-d'œuvre qualifiée capable de faire la rénovation. Et donc, dans la discussion qu'on a eue avec les entreprises du BTP, qui sont évidemment très partantes sur le sujet, bien évidemment, hein, c'est on lance le projet, par exemple, à hauteur d'une région. Je vous laisse deviner laquelle. Et ça donne le signal aux entreprises du BTP qu'on va le faire vraiment. Elles ont 2-3 ans pour booster la filière apprentissage, pour construire la main-d'œuvre qualifiée dont nous aurons besoin dans 3 ans lorsqu'on lancera le projet au niveau national. C'est où? C'est en Aquitaine? C'est là? Par exemple. Hein? Voilà. Par exemple. Je ne sais pas pourquoi vous y pensez comme ça. Voilà. Non, mais trêve de plaisanterie. Voilà, c'est ça, disons, le scénario qu'on peut imaginer et que j'espère voir se réaliser un jour et en fait très prochainement. C'est tout à fait faisable. Hein. Voilà. Après, il y a évidemment l'autre sujet considérable, prométhéen, qui est la rénovation thermique des bâtiments privés, hein, du résidentiel, tertiaire ou non. Bon. Et c'est là qu'on voit en quoi ceci est un projet de société. Parce qu'il ne s'agit pas juste simplement d'aller rénover les combles et de colmater les toits des vieilles bicoques qui sont en Corrèze. C'est un véritable changement de l'aménagement du territoire qui est en cause. Surtout si on couple, je vais le décrire ça, si on couple ce premier chapitre, hein, qui est commun à tous les scénarios que j'ai décrits tout à l'heure, les 12 scénarios, avec le deuxième qui est la mobilité verte. La mobilité verte, ça veut dire arrêter de prendre l'avion tous les 2 jours, pour les cadres sup stressés qui prennent l'avion tous les 2 jours, et arrêter de prendre la voiture, le plus possible, les moteurs à explosion. Remplacer la voiture et l'avion par du train à chaque fois que c'est possible, de l'électrique, des cars électriques, pourquoi pas. Bon. Ça veut dire aussi, par exemple, rénover, restaurer une partie de l'extraordinaire réseau ferré que nous avions à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et que nous avons bêtement démantelé, alors que nos amis belges et allemands ne l'ont pas fait. Et donc, ils ont gardé leur petite gare de province charmante, qui aujourd'hui remplissent une fonction absolument fondamentale, alors que nous avons fermé, nous, toutes ces petites gares. Donc là, il faut réhabiliter tout ça. Ça va nous permettre de nous livrer à notre sport national favori, qui est de savoir dans quelle commune faut-il faire passer le train, est-ce que c'est la commune A ou la commune B, vous voyez. Mais surtout... Faire passer des autocars à la place. Comment ? On va faire passer des autocars à la place, vous a dit M. Macron. Oui, tout à fait. Alors les autocars, c'est aussi une bonne solution. C'est toujours mieux que la voiture individuelle qui est occupée en moyenne par 1,2 personnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'aménagement du territoire ? En fait, les plans des urbanistes qui sont actuellement dans leur carton, c'est réaménager le territoire français avec des petites villes denses, très denses, innervées par du transport public, reliées entre elles par du train ou des autocars. Autour de ces centres urbains très denses, faire de la polyagriculture pour arrêter la folie actuelle qui est on ne produit que du blé en Beauce, de la viande au Limousin et du lait en Normandie. Et ces 3 produits font 4 fois le tour de l'Europe et quelques fois du monde avant d'arriver dans notre assiette. Donc la spécialisation des territoires qui est née dans les années 1960-70. Oui, c'est ça, voilà. Donc on abandonne tout ça parce que c'est juste de la folie qui n'est rendue possible que parce que le pétrole ne nous coûte rien en transport. À partir du moment où on renonce au pétrole, il faut arrêter ça, réhabiliter ou en tout cas promouvoir les circuits agricoles courts et donc faire de la polyagriculture autour de tous les centres urbains qui apportent à manger aux citadins qui en ont bien besoin dans les centres-villes. Et je connais par exemple aujourd'hui un fonds spéculatif autrichien qui a très bien compris ça et qui aujourd'hui est en train de négocier avec le gouvernement français et des grandes entreprises françaises pour investir 5 milliards d'euros, c'est pas une somme absolument ridicule, en France, dans les supérettes de centres-villes proches des gares. Parce qu'ils ont compris que dans 10 ans, ceux qui seront propriétaires de ces supérettes-là seront les rois de la planète, en France en tout cas. Puisque c'est là qu'on viendra chercher à manger grâce au circuit court d'une agriculture qui entourera les villes. Vous voyez bien que ça... alors ça veut dire aussi, par exemple, ce que je suis en train de vous raconter, que les grandes banlieues pavillonnaires du type Aix-Marseille, c'est terminé, il faut arrêter ça. Il faut arrêter complètement. C'est un changement radical de paradigme pour l'espace français. Donc là, c'est élus avec leur PLU, avec leur SCOT, c'est avec le courage. C'est un bon outil, hein, le SCOT. Enfin, bien compris, ça marche bien. C'est encore neuf, mais ça marche bien. Et aussi du courage politique, donc qui est derrière. Avec entre autres le fait d'arrêter évidemment de construire dans des zones inondables. Enfin, ça, c'est encore autre chose, quoi. Voilà. Le 3e chapitre, qui est commun aux 12 scénarios que j'ai décrits tout à l'heure, c'est le verdissement des processus agricoles et industriels. Sur l'agriculture, c'est absolument évident. Donc ça rejoint le thème des abeilles, c'est-à-dire arrêter d'avoir une agriculture dont les rendements très très impressionnants sont essentiellement dus à la chimie, et donc au pétrole, et donc au carbone.
Là-dessus, il y a des très bonnes nouvelles techniques. C'est qu'il y a des techniques agricoles alternatives qui sont à peu près aussi efficaces et productives que celles que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Donc il n'est pas vrai du tout qu'une agriculture décarbonée signifierait une agriculture de l'âge de pierre. C'est juste faux. Maintenant, il faut avoir le courage de lancer ces processus, de les promouvoir pour aider les agriculteurs à sortir de la trappe dans laquelle ils sont enfermés aujourd'hui. C'est très très difficile pour un agriculteur français aujourd'hui de passer au bio, par exemple, et de passer à des techniques non conventionnelles agricoles. Et puis vous avez l'autre chapitre qui est le verdissement des processus industriels, qui là, à mon avis, alors renvoie à deux questions. Il y a deux sujets sur ce point. Le premier, c'est en réalité le secteur industriel ouest européen, français en particulier, a déjà amorcé la transition énergétique dans les années 80. À la faveur des deux chocs pétroliers. C'est-à-dire que les industriels français se sont dit on ne va pas nous y reprendre deux fois. Et donc, ils ont commencé déjà à se libérer d'une partie de leur dépendance vis-à-vis du pétrole. Et c'est ça qu'il faut continuer, dans la mesure où, comme économiste, je suis convaincu que dans 10 ans, les industries qui seront compétitives à l'international seront les industries qui ne dépendront pas du pétrole. Bon, ça c'est un premier sujet. Et il y en a un second, malheureusement, qui est notre désindustrialisation massive. Pour qu'on ait une industrie à verdir, il faut encore avoir de l'industrie. Mais à la vitesse à laquelle nous nous désindustrialisons aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait une industrie digne de ce nom encore dans quelques années en France. Donc ça, c'est un énorme sujet. C'est-à-dire, est-ce qu'on croit aujourd'hui que la prospérité européenne passe aussi par l'industrie? Une industrie verte, évidemment, mais par l'industrie. Vous voyez ? Ça veut dire qu'il faut abandonner les mirages dans lesquels nous vivons, qui sont les marchés financiers internationaux assureront notre prospérité. La force des marchés financiers, c'est que c'est propre, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de lutte des classes, vous voyez. Il y a tout cet imaginaire-là qui nous habite. Tout ça est complètement faux, évidemment. Et puis, deuxièmement, on en parlait tout à l'heure, la question du libre-échange. Est-ce qu'on est absolument convaincu que la globalisation marchande telle que nous l'avons organisée depuis 30 ans, c'est ça la panacée de la société mondiale que nous sommes en train de construire? C'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout. Je pourrais revenir là-dessus si vous voulez. Mais voilà. Donc là, il y a un énorme travail intellectuel, politique, humain à réaliser, puis technique, pour qu'on reconstruise en Europe une industrie digne de ce nom, une industrie verte. Alors, c'est intéressant parce que j'entendais évidemment des murmures dans la salle parce qu'il y en a qui disent mais c'est quoi cette utopie? Alors l'utopie c'est jamais qu'un rêve qui n'est pas encore réalisé. On peut le voir aussi comme ça. Donc il se dit alors bon, il attaque la PAC. Peut-être que Xavier Belin est un ami personnel, mais j'en suis pas sûr. Donc il y a tout ce système que vous nous avez présenté. Aujourd'hui, alors qu'il est, vous avez à peu près de mémoire. Je vais être à quelques milliards près, mais vous m'en voudrez pas. Vous avez aujourd'hui autour de la planète, comme tous les jours, entre 3 000 et 4 000 milliards de dollars qui circulent. Sur ces fameux 3 000, donc qui s'échangent. Sur ces fameux 3 000 et 4 000 milliards qui s'échangent aujourd'hui, qu'est-ce que représente l'économie réelle? Autrement dit, les échanges de biens et de services. 3%. C'est à peu près ça, c'est ce chiffre-là. 3%. Le reste, effectivement, ce sont des échanges financiers, c'est de la spéculation, c'est de l'économie casino, etc. Donc, qu'est-ce que l'on fait? La révolution n'est pas exactement, effectivement, à l'ordre du jour. On sent bien qu'on est quand même ligoté par ça. Et à côté de ça, il y a donc ce projet de société, Gaël Giraud, qui est là. Bon, en vous écoutant, d'ailleurs, vous avez cité De Gaulle. Je me souviens d'une citation de lui qui disait « N'ayez pas de rêves médiocres, ce sont les plus difficiles à réaliser. » Bon. On est là, notre société, elle est là aujourd'hui. C'est-à-dire, dans cette reconstruction, on a très bien vu, qu'on voit très bien les uns les autres, qu'on est sur un monde déliquescent, aussi bien moral, tout ce que l'on veut, qui est en train de s'effondrer. Et à côté de ça, je le disais encore hier, on a quand même des tas de jeunes pousses qui existent, il y a des tas de choses qui se font, déjà dans les territoires. Alors c'est vrai que, qu'est-ce qui bloque? C'est ce qu'on a là, Et puis comment est-ce qu'on lutte? Parce que c'est quand même une lutte. Je veux dire que comment est-ce qu'on lutte sur 32 000 milliards aujourd'hui qui sont planqués dans les paradis fiscaux? Enfin, vous voyez, comment on fait pour arriver à ce qu'une transition énergétique devienne désirable, devienne un projet de société, que ça fasse sens pour tout le monde, quoi. Donc, vous avez donné effectivement pas mal d'éléments. Moi, ce que je constate, c'est que la jeune génération en dessous de moi est très très partante. Il y a un problème de génération. C'est sûr. Les décideurs en France, ils ont entre, on va dire, 55 et 92 ans. Les étudiants que je fréquente tous les jours, eux, c'est même plus un sujet. Avec une retraite chapeau pour les 92 ans. Dans la salle, voilà. Ce qui bloque, c'est ma génération et la génération du dessus. Majoritairement des hommes, plutôt venant des catégories socio-professionnelles élevées, vivant en ville et qui ne voient pas le problème.
toutes les personnes qui ont un accès à la nature, que ce soit les agriculteurs ou les gens qui habitent à la montagne, pour eux c'est une évidence qu'il faut engager la transition énergétique. Vous voyez, et je crois que notre résistance, notre lenteur provient aussi du fait que nous autres citadins éduqués, nous vivons aujourd'hui complètement hors sol. Et donc on ne voit pas du tout où est le sujet, c'est très compliqué, et on se dit... et je rencontre encore des personnes en France qui me disent « mais le changement climatique, vous y croyez vraiment ?» Oui. Alors non, mais ça, c'est parce qu'il y en a qui lisent certains ouvrages de manière extrêmement allègre, on va dire, des bouquins d'un imposteur total sur le sujet, qui est un excellent géophysicien par ailleurs. Moi, je ne mélange pas tout sur Claude Allègre, en plus, il n'est pas très en forme, le pauvre, mais donc je ne mélange pas le type brillant qu'il a été et les conneries qu'il a écrites sur le réchauffement climatique. Je vous en prie. Moi, je crois que pour nous convaincre collectivement du fait que la transition énergétique, c'est vraiment un projet pour nous aujourd'hui, il faut comprendre que l'alternative, c'est la déflation, dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer tranquillement, et dans laquelle, par exemple, le Japon se débat depuis 20 ans. La déflation, qu'est-ce que c'est? C'est une situation dans laquelle tout le monde est criblé de dettes, tout le monde essaye de se désendetter simultanément, et les dettes de tout le monde augmentent. Ça vous a peut-être étonné, comment se fait-il que, par exemple, en Grèce, on soit encore de nouveau aujourd'hui à un ratio dette publique sur PIB de 175%, alors qu'on a déjà restructuré en partie la dette grecque en 2012, et alors qu'en 2010, ce ratio était à 100%. Au moment où la crise grecque débute, on est à 100%. 5 ans après, on est à 175, alors qu'on a déjà remis une partie de la dette et que ça fait 5 ans qu'on assassine la société grecque pour qu'ils puissent payer leurs dettes. Le résultat, c'est que le ratio augmente. La réponse est très simple. C'est un petit paradoxe qu'il est facile de comprendre en 15 secondes. Supposons que dans cet amphithéâtre, nous soyons tous l'économie grecque, par exemple. Mais ça vaut pour l'économie France, ça vaut pour l'économie zone euro. Nous avons tous des dettes. Parce qu'il y a un point qu'il faut absolument comprendre, c'est que l'État, la puissance publique en zone euro, n'est pas du tout l'acteur économique le plus endetté. La dette publique en moyenne, enfin en gros, c'est entre 95 et 100% du PIB de la zone euro aujourd'hui. Les acteurs privés sont beaucoup plus endettés que l'acteur public. Les banques sont le premier acteur économique endetté en zone euro, beaucoup plus que l'État. Et au Japon, c'est quoi, 210% du PIB? Le Japon, c'est 250, la dette publique aujourd'hui. Bon, mais le Japon arrive à survivre avec une dette publique de 250% du PIB parce qu'elle est essentiellement détenue par les Japonais, à 95%. Donc c'est une espèce de contrat social entre Japonais qui continuent de s'endetter parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de la déflation. Alors la déflation, c'est quoi? C'est une situation dans laquelle nous sommes tous convaincus que demain les prix vont baisser, ou en tout cas qu'ils ne vont pas augmenter. Donc moi, je suis un ménage, je pourrais acheter un appartement aujourd'hui, surtout à Bordeaux, puisque Bordeaux devient très très intéressant du point de vue du logement, mais je ne le fais pas, je reporte à plus tard ma décision d'achat, parce que je me dis demain ce sera moins cher. Je suis un chef d'entreprise, je pourrais investir et embaucher aujourd'hui, mais pour les mêmes raisons, je ne le fais pas. Tout le monde s'attend, et du coup, de fait, demain, les prix vont baisser. En tout cas, ils ne vont pas augmenter, puisque la demande baisse, que ce soit du côté, par exemple, de l'achat d'appartement, ou la demande de travail du côté des entreprises. Du coup, demain, je suis conforté dans mon anticipation et je me dis, je vois bien que les prix n'augmentent pas, voire qu'ils baissent. J'ai bien eu raison d'attendre. Je vais attendre une journée de plus. Et de cette manière, la procrastination devient généralisée et le moteur économique s'endort. On tombe dans le commun. C'est ce qui est arrivé au Japon depuis 20 ans. La grande question qui est posée à ce moment-là, c'est comment réussir à faire cette expérience de psychologie collective consistant à convaincre tout le monde simultanément que demain, les prix vont augmenter, pour inciter tout le monde à prendre sa décision d'achat ou d'investissement aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'essaie de faire Mario Draghi. Que Mario Draghi augmente la quantité de monnaie en circulation, comme il a dit qu'il allait le faire, dans des proportions considérables, c'est pas nouveau, il l'a déjà fait précédemment. Ce qui est très nouveau, c'est qu'il le fait avec tambour et trompette, exactement comme le banquier central du Japon. Et donc en fait, il essaye de renverser la logique déflationniste et dépressive, de manière que tout le monde croit que demain les prix vont augmenter, puisque la quantité de monnaie en circulation augmente, et de manière que tout le monde achète et investisse aujourd'hui. Est-ce que ça va marcher? J'en suis très sceptique. Au Japon, ça ne marche pas. Parce qu'il faut en plus régler le problème des dettes, lié au fait que, donc là je reviens à ma petite image, supposons que nous soyons tous ici, par exemple l'économie France, pour laisser la Grèce de côté, nous avons tous des dettes, y compris les banques, y compris les entreprises non financières, l'État, y compris les ménages. Heureusement, les ménages en France sont les moins endettés, mais les ménages aussi ont des dettes. Supposons que nous soyons tous convaincus qu'il nous faille impérativement nous désendetter tous maintenant. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tous vendre nos actifs pour récupérer de la liquidité, du cash, pour payer nos dettes.
Supposons, pour simplifier, que chacun d'entre nous ait 100 de dette, peu importe l'unité, et que nous vendions tous des actifs pour payer une partie de nos dettes. Comme nous sommes tous vendeurs, le prix des actifs va baisser. Il se peut que le prix des actifs, admettons, baisse de 30%. Et que moi, individuellement, en faisant ces opérations, je n'arrive à baisser ma dette nominale que de 100 à 90, admettons. Eh bien, que croyez-vous qu'il arrive? En réalité, le poids réel de ma dette a augmenté. Pourquoi? Parce que nominalement, elle est passée de 100 à 90, mais comme les prix, entre-temps, ont baissé de 30%, la valeur réelle, c'est-à-dire déflatée de l'inflation de ma dette, a augmenté. Bon alors, docteur, comment on s'en sort, là? Et donc, alors attendez, j'explique, je termine cette explication. C'est ça qui vous explique que l'austérité budgétaire est une mauvaise idée aujourd'hui. Et que la Grèce continue de s'enfoncer et continuera de s'enfoncer si on poursuit l'expérience d'austérité budgétaire. Puisque dans ce climat-là, la seule institution qui peut résister à la tentation de se désendetter avec tous les autres, et donc d'accélérer la spirale déflationniste, c'est l'État. Parce que lui, il peut attendre quelques années avant de se désendetter. Donc ce que je dis là n'est pas un plaidoyer pour que l'État ait des dettes, bien sûr que non. C'est mieux s'il n'en a pas. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais dans un contexte déflationniste, ce que je répète, c'est que l'État, la meilleure chose qu'il ait à faire, c'est d'attendre, au contraire, de ne pas être vendeur lui aussi, de continuer à investir dans l'économie pour permettre au secteur privé de se désendetter. Et donc d'investir dans la transition Et donc, évidemment, d'investir dans la transition énergétique. C'est ça qu'il a à faire. Donc moi, le conseil que je donne en toute humilité à Varoufakis, qui est le nouveau ministre de l'économie et des finances à Athènes, qui est un très bon économiste, c'est évidemment de lancer un grand plan d'investissement dans la transition énergétique en Grèce. Par exemple, en créant une banque publique, analogue à la banque publique d'investissement que nous avons en France, la BPI, mais qui soit une vraie banque publique, c'est-à-dire qui crée vraiment de la monnaie pour financer des investissements dans la transition énergétique, ce que la BPI en France ne fait pas. Alors, effectivement, vous, en tant que jésuite, rejoignez, discutez ce que vous faites d'ailleurs avec vos amis orthodoxes, parce que peut-être qu'effectivement, la Grèce, si vous voulez, le poids de l'orthodoxie est extrêmement fort. Donc, ils détiennent à peu près les 2/3 aussi des pouvoirs économiques dans ce pays. Bon, au-delà du fait qu'ils ont un petit peu géré, un peu n'importe comment aussi, indépendamment des problèmes qu'ils ont, leur économie à une certaine époque. Très intéressant aussi, aujourd'hui, on sait que nous avons donc en gros 60 à 65 milliards tous les ans d'euros qui passent par la fenêtre en charbon, en pétrole, en gaz, un tout petit peu en charbon et en uranium. C'est-à-dire ça, c'est notre coût, on va dire, énergétique. À côté de ça, vous avez très bien fait de parler de la demande, puisque j'ai vu ça donc hier sur nos merveilleux smartphones dans tous les sens, que chiffre de RTE, donc du réseau de transport électrique pour la haute tension et puis donc de RDF, qu'il y avait, alors c'est l'équivalent, si vous voulez, j'ai plus le chiffre en térawattheure ou en gigawattheure, vous me pardonnerez, mais l'hiver donc a été plus doux, les gens ont moins consommé d'électricité, ils sont peut-être passés effectivement avec un pull en plus à 19 degrés au lieu de 20 ou 21 degrés. Total, c'est l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires qui sont en moins. À côté de ça, on exporte aussi énormément vers nos amis allemands qui ont besoin de notre électricité. Ils sont bien contents de l'avoir aussi. Donc, qu'est-ce que là aussi, c'est-à-dire que si on travaille sur la demande, ça peut être très, très intéressant parce qu'actuellement, on n'était quand même que sur l'offre. Oui, là, il y a un travail absolument fondamental à faire et pour lequel nous sommes très armés. La question qui est posée là-dedans, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, qui est le phénomène suivant, qui est, nous autres êtres humains, à chaque fois que nous avons à notre disposition un peu d'énergie, eh bien nous la consommons immédiatement. Je vous donne un exemple très simple, qui sont les voitures. Les voitures à moteur à explosion que nous avons aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces énergétiquement que les voitures des années 70. Donc elles font un usage beaucoup plus intelligent de l'énergie qu'elles consomment, mais entre-temps, nous les avons bourrées de gadgets qui n'existaient pas dans les années 70. Maintenant, vous pouvez regarder la télévision, voir un film, téléphoner à votre épouse. C'est une résidence secondaire, une bagnole. C'est ça. C'est une résidence secondaire aujourd'hui. Voilà, la voiture est devenue une résidence secondaire. Et du coup, in fine, nos voitures aujourd'hui consomment autant d'énergie que les voitures des années 70, bien qu'elles soient beaucoup plus efficaces. Donc ça, c'est l'effet rebond. C'est-à-dire que ce que nous gagnons en progrès et en efficacité énergétique, nous le perdons en gourmandise énergétique. Et donc, pour que nous réussissions la transition énergétique, il y a un enjeu considérable du côté de la demande, c'est que nous résistions à la tentation de la gourmandise énergétique. Autre exemple, évidemment, c'est la rénovation thermique des bâtiments. On constate que si les occupants du bâtiment ne sont pas raisonnés, vous faites la rénovation thermique des bâtiments, donc ils ont beaucoup moins besoin de se chauffer, ils se mettent à ouvrir la fenêtre et à dilapider la chaleur qu'ils utilisent. Et donc, on perd le bénéfice du progrès en efficacité énergétique.
pour réussir à traverser l'effet rebond. Et vous voyez que ça, c'est un enjeu humain, anthropologique, culturel, social. Il faut une population éduquée qui comprenne cet enjeu. Donc, pour faire la transition, il nous faut des pays riches, parce que quand même, ça coûte un bras, j'y reviendrai sur le financement. Il faut des ingénieurs, parce qu'il y a un enjeu technique. Et il faut une population éduquée capable de surmonter la tentation de l'effet rebond. Et vous parlez de la France, là, c'est formidable. Voilà. Tout. Quand vous réfléchissez, il n'y a que 2 zones sur la planète qui sont capables de faire ça, c'est l'Europe et le Japon. Les États-Unis en particulier n'ont pas la population éduquée nécessaire pour faire ça, pas du tout. Donc c'est à nous de le faire. Alors évidemment, quelquefois, j'entends des personnes qui disent « Oui, mais vous savez, la France pèse 1% des émissions de gaz à effet de serre. On aura beau faire de grands progrès en France, ça ne va pas résoudre le problème du climat. » Je ne suis pas du tout d'accord avec cette position, au sens où je crois vraiment à la vertu de l'exemplarité, et au sens où si nous, en Europe de l'Ouest, nous lançons la transition de manière très volontariste et que ça marche, ça va montrer au reste de la planète, premièrement, que c'est possible, qu'on peut être heureux et le faire, et ensuite ça va nous permettre à nous d'expliquer et de montrer au reste de la planète comment le faire, et éventuellement de vendre nos services. Vous voyez ? Je crois que la région du monde qui se lancera en premier véritablement dans la transition énergétique deviendra le leader mondial sur cette question. C'est la stratégie du colibri de Pierre Rabhi appliquée à un État, c'est-à-dire qu'on fait chacun notre petite part, les uns les autres, localement, tout ce que l'on veut autour de nous, et puis là, ça se passe effectivement au niveau de la France pour donner exemple aux autres. Je crois vraiment. Alors, ceci est à relier, bien entendu, aux négociations internationales de très haut niveau qui ont lieu en ce moment pour préparer la COP 21, dont vous avez tous entendu parler, qui est donc le grand sommet intergouvernemental sur le climat en décembre de cette année à Paris. Voilà. Et là, de nouveau, la France a un rôle à jouer. Elle est le pays hôte de ces négociations. Elle a à mettre sur la table un certain nombre de propositions pour qu'on arrive à un accord. Et en ce moment même, on est en discussion avec le gouvernement pour que ceci puisse se faire. Et ça ne vous étonnera pas, le sujet fondamental, c'est le sujet du financement. Pourquoi ? Parce que les pays du Sud, dans ces négociations internationales, à juste titre, font aux pays du Nord le reproche suivant, qui est « Vous êtes les pollueurs historiques, nous arrivons très en retard dans la course à la pollution, et vous voudriez que nous fassions des efforts, nous, alors que nous commençons, pour certains d'entre nous, à peine à découvrir les joies et les délices de la consommation de masse, que c'est vous les pollueurs, et que vous refusez de payer. Donc, pas de négociation possible. » C'est la raison fondamentale pour laquelle, à Copenhague en 2009, il n'y a pas eu d'accord. Et c'est du coup, en 2009, les pays du Nord ont fait un certain nombre de promesses de financement que nous n'avons pas tenues, ce qui fait qu'entre-temps, en plus, nous autres pays du Nord, riches par comparaison avec les pays du Sud, nous avons perdu en crédibilité. Donc, il y a un enjeu aujourd'hui dont le gouvernement est en train de se saisir, qui est comment fait-on pour préparer la COP 21, ce grand sommet, qui doit absolument être un succès à la fin de cette année, en désamorçant la bombe qui est la difficulté à financer la transition dans les pays du Sud. Et là, la France a des propositions à faire. Vous voyez ? Alors aujourd'hui, on en est pour ce fameux fonds vert qui devrait donc être abondé à hauteur de 100 milliards de dollars d'ici 2020 et aussi après donc tous les ans. On en est à 10 milliards. Tous les pays réunis, c'est 10 milliards. Pour la crise et pour les banques, là, comme on le disait pour Chavez, on a sorti 1000 milliards. Voyez ? Donc c'est tous ces enjeux-là qui sont pas simples, mais une fois de plus, en même temps c'est passionnant. On retourne le gant, on se dit qu'est-ce qu'on invente comme nouvelle société ? Voilà. Alors, soit effectivement, on bascule dans l'indifférence, ce qui n'est pas votre cas, puisque vous ne seriez absolument pas là. On bascule dans la résignation, et je ne crois pas non plus que ce soit le cas, mais on peut être aussi utopiste et pragmatique. C'est presque un oxymore, mais non, ça ne l'est pas, et c'est un petit peu donc le cas de Gaël Giraud. Vous avez pris évidemment plein de notes, cher Marie Zarditi, je vous en prie, prenez donc le micro. Je le rappelle, vous êtes responsable des questions énergétiques au sein de FNE, donc de France Nature Environnement, qui regroupe 3000, 3500, enfin à peu près associations un petit peu partout en France. Donc on a laissé parler, mais c'était la règle du jeu. On a laissé parler donc Gaël Giraud. Donc pour vous, cette transition énergétique va nécessiter, je crois, 2 choses outre l'argent pour réussir. Quelles sont-elles ? Oui, alors du coup, j'étais aussi là pour intervenir en interpellation. Alors j'ai quand même quelques petites choses à réagir en direct. La première, c'est je suis en partie, mais seulement en partie, d'accord sur ce que vous avez dit. À partir de 1970, dans le fond, on s'est tous regardés en disant il n'y a pas de projet. Je crois que
on ne peut pas tout à fait le dire comme ça, parce que le premier sommet de la Terre, c'est Stockholm 1972. Les premiers éléments, halte à la croissance, etc. La première réflexion sur la planète ne pourra pas continuer comme ça, et donc nous avons tous à prendre en charge quelque chose de très fort, a commencé à émerger à cette période-là. Évidemment, après, c'est aujourd'hui qu'on le voit arriver très fort, mais c'est quand même de cette période. Le printemps silencieux de Charleston, etc. Tout ça, c'était quand même cette période-là. Donc juste pour dire quand même qu'il y avait déjà en germe, sauf qu'il faut du temps que ça monte, c'était à cette époque-là que ça a commencé à germer. La deuxième chose, donc je vais peut-être pas te dire exactement ce que je vais dire, parce que la deuxième chose, c'est on a été tous les deux dans le débat, et de toute évidence, on n'a pas vu le même débat. Bon, vous étiez effectivement avec les chercheurs, les experts, qui d'ailleurs étaient très diversifiés, avec des positions assez opposées les uns aux autres, mais globalement, qui se sont entendus. Bon, moi j'étais dans un groupe de travail, je pilotais le groupe de travail avec l'Union française de l'électricité, qui était le groupe de travail scénario, donc celui qui était le plus conflictuel. Et moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on n'a pas du tout vu la même chose. Je prends des exemples en vrac. Et effectivement, ça va retourner un peu. Je trouve que si on veut réussir cette transition énergétique, il y a un moment donné où il va falloir mettre sur la table tous ceux qui la veulent pas, tous ceux qui s'y opposent, tous ceux qui ont des moyens absolument faramineux que nous n'avons pas, et qui effectivement arrivent à s'y opposer. Alors, je vais quand même être très concret. Par exemple, vous avez dit tous les scénarios sont d'accord pour dire faut faire des économies d'énergie dans le bâtiment. Oui. Sauf que, il y a ceux qui disent bon, faut faire ce qui est rentable. C'est-à-dire, si vous voulez changer votre chaudière, à 10, elle va durer 15 ans, elle va se rentabiliser en 10 ans, c'est bon. Vous voulez remettre à niveau l'ensemble de votre patrimoine. L'opération isolation, ça dure 40 ans. Évidemment, ça se rentabilise sur 20 ans, pas sur 10. Ah, mais 20 ans, c'est trop long, donc on ne le fait pas. Et la première chose qui arrive est la chose suivante. Au nom de la rentabilité et au nom de... On va suggérer que dans chaque secteur, et en particulier dans la réhabilitation du logement, on ne fasse que les trucs immédiatement rentables. Autrement dit, on ne remette pas à niveau le parc. Pourquoi ? Parce que ceux qui vendent de l'énergie, ils savent bien, ils ont aussi compris que c'était leur source principale de vente, et donc ils ne veulent pas qu'on leur retire. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Et c'est très important comme écart. C'est tellement important que ça continue aujourd'hui. On a réussi à faire passer dans la loi l'idée que quand quelqu'un fait des travaux de fond en comble sur sa façade, alors il faut qu'il l'isole. Si elle n'était pas isolée ou très peu. Bon. On a mis énormément de mal à arriver à faire passer ça. La CAPEB et la FFB, dont vous dites qu'ils se précipitent, étaient contre. Autrement, les professionnels du bâtiment étaient contre. On a mis beaucoup de mal à y arriver. Aujourd'hui, l'État est en train de nous le détricoter. Aujourd'hui même. En disant, bon, c'est vrai, mais il ne faudra pas toucher à toutes les maisons qui datent d'avant 48. Le tiers... Ça, c'est un amendement qui est en train d'être discuté au Sénat. Le tiers des bâtiments, et évidemment les plus fuyards, les poubelles thermiques. Pourquoi ? Parce que dedans, il y a 0,1% de bâtiments classés. Eh bien oui, mais attendez, les 0,1% de bâtiments classés, on réglera le problème ailleurs. Prenons déjà les 99,9%. Donc voilà, jusqu'au bout. Et là, je ne vais pas mettre des noms, mais enfin, il y a, y compris au cœur de l'État, il y a des gens qui travaillent pour empêcher qu'on arrive à faire cette réhabilitation de manière profonde. Je l'ai dit tout à l'heure, la FFB et la CAPEB, donc les professionnels du bâtiment, se sont opposés à cette proposition. On dit, attendez, là, il faut que vous m'expliquiez quelque chose. On vous dit, on vous amène sur un plateau des marchés et vous ne voulez pas. Alors un beau jour, on leur a demandé. Et leur explication, c'est, vous comprenez, chez nous, on a des gens qui sont intéressés parce qu'ils vont faire de l'isolation ou des trucs, ça c'est bien. Mais on en a qui vendent des cuisines ou qui font de la peinture, ils ne sont pas intéressés. Je dis, bah d'accord. Donc, vous avez au sein de vos personnes, là, de vos fédés, dès qu'ils sont pour, dès qu'ils sont contre. Alors, ne prenez pas position. Expliquez que vous ne pouvez pas prendre position. Ben non, ils ont pris position contre. Et à chaque fois, c'est comme ça. Donc, on est un peu dans cette situation, si vous voulez. Je voudrais donner un autre exemple. Toujours, vraiment, alors vécu, celui-là, je l'ai en travers de la gorge. Je ne suis pas la seule. Allez-y, Maryse, chez vous. Dans ce groupe de travail sur les scénarios, qui était un groupe de travail quand même très conflictuel, évidemment, France Nature Environnement et l'Union française de l'électricité, voilà. Mais il y avait aussi toute la salle. Hein, bon. On a réussi à dire, il y avait le débat sur ces 50% de nucléaire.
Donc on a réussi à dire, écoutez, il faudrait quand même qu'on fasse une étude, qu'on demande une étude pour voir si c'est possible ou pas. Alors bon, évidemment, opposition radicale des syndicalistes. Alors on dit, on peut faire une étude avec les impacts sociaux. D'accord. Si on met les impacts sociaux, on veut bien. Alors le patronat dit, ah non, mais attendez, les problèmes d'environnement. Si on met les impacts économiques, d'accord. Donc on a rajouté tous les impacts qu'il fallait prendre en compte, y compris les environnementalistes évidemment, pour que tout le monde soit d'accord. Dans ce truc où tout le monde était opposé, à l'unanimité, on a fait voter cette décision. D'accord ? Pendant 18 mois, on a interrogé la DGEC, le gouvernement, les cabinets du ministre, etc. en disant, alors, il n'y a pas besoin de loi, il n'y a pas besoin de décret, il n'y a pas besoin d'arrêter, il n'y a rien, on lance une étude. Ça, vous pouvez faire tout de suite. Et à la fin, quelqu'un nous a dit, politiquement, on ne veut pas répondre à cette question. Eh ben voilà. Attendez, voilà. Ouais. Donc, on ne l'a toujours pas. Et donc, aujourd'hui, dans la loi, on va essayer de faire sauter les 50%. Voilà. EDF, et ça, évidemment, c'est la pression d'EDF qui a réussi à obtenir ça. C'est-à-dire que là, si vous voulez, vous voyez bien quand même que contre la totalité de la société, EDF, elle fait ce qu'elle veut. Donc voilà, ça c'est fait. Mais bien sûr, Chagaï. Je peux dire un mot, je réponds. De fait, vous étiez dans le groupe le plus conflictuel. Oui. Voilà. Mais moi, à mon avis, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, ce que vous venez de dire là, ça veut dire qu'il faut qu'on en discute. Il faut qu'il y ait un vrai débat et que l'ensemble des Français puissent s'en saisir et participer au débat. Je n'y prétends pas du tout, évidemment, que toutes les questions sont réglées, qu'on est tous d'accord. D'ailleurs, il y a 12 scénarios, ça montre bien qu'il y a une pluralité de points de vue. Il y a un certain nombre de gens qui sont contre tel ou tel scénario. Voilà. Il y a évidemment un travail de lobbying de la part d'un certain nombre d'industriels qui sont opposés à certains scénarios, évidemment, bien sûr. Et puis, le politique joue son jeu. Voilà. Mais le plus important, à mon avis, c'est qu'on en discute et que ça rentre dans le débat public. Et là, il y a un travail magnifique à faire de la part, au passage, des médias, que je salue, qui est de faire entrer cette question dans le débat public. Vous voyez ? Après, c'est à nous de trancher ensemble. Et je trouve que ce que vous venez de dire, de ce point de vue-là, est exemplaire, ça l'illustre. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Alors, pour réussir, donnez-nous un petit bout d'espoir aussi, Maryse. Alors, pour réussir, il y a une deuxième chose qui paraît très importante, c'est qu'effectivement, et c'est ce que dit Gaël, il faut effectivement que les citoyens s'en emparent. Il y a eu une expérience pendant le débat qui a été la fameuse journée citoyenne. Elle a marché que sur 11 régions, ou 12 régions, je ne sais plus, c'est dommage, où il y a eu 100 personnes qui, pendant une journée, on ne s'est pas foutu d'eux. C'est-à-dire, on a compris que les gens, c'était des gens qui étaient ni impliqués dans les associations, ni salariés d'une entreprise, ni etc. Donc, des gens, voilà, qui n'avaient pas d'idée, mais qui étaient intéressés. On leur a proposé 4 introductions sur 4 thématiques, on leur a expliqué, ils ont mis 1 heure à débattre entre eux, et ensuite, ils ont rempli un questionnaire. Ce qui est ressorti de cette journée, c'est en gros le citoyen, alors, pour le coup, ça faisait 100 personnes, mais il dit, d'abord, ce que vous nous proposez, ce n'est pas une révolution énergétique, c'est une révolution de société. Déjà, il avait déjà compris quelque chose. Ensuite, c'est tentant et ça nous fait peur. C'est-à-dire, on a vraiment envie d'y aller, ça. C'est un beau projet. Mais enfin, attendez, on ne peut pas y aller tout seul. Là. Qui c'est qui va le premier ? L'État y va d'abord, les grosses entreprises, les collectivités territoriales. Il faut que quelqu'un y aille pour que je vois que c'est possible. Oui. Et alors nous, on est prêts à y aller et à suivre. Donc en fait, les citoyens, ils y sont. Ils pourraient y être. Regardez ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, plus de la moitié des installations d'énergie renouvelable appartiennent aux citoyens allemands. Alors on peut dire la moitié, parce que c'est pas plus, mais c'est la moitié à travers les coopératives. Voilà. Or, en France, nous faisons une loi sur l'énergie, là. On pourrait dire qu'il faut faciliter. Oui, on va faciliter. On écrit, écoute, vous êtes assis tous, on écrit que le porteur de projet pourra ouvrir son capital. Je dis, attendez, il peut déjà. Il n'y a pas besoin d'écrire une loi pour dire que quelqu'un peut faire ce qu'il peut déjà faire. C'est une loi qu'on fait quand même. Oui. Voilà. Eh bien, on a essayé de dire, non, attendez, il doit ouvrir son capital. Ah non, amendement refusé. Non, il peut. Alors évidemment, il peut, ça ne change rien, quoi. Donc, on voit bien qu'ici, nos grandes puissances énergétiques ont un poids, effectivement, très, très, très considérable dans le blocage général. Voilà, et donc ce que disait donc la ministre sur le nucléaire, nous on l'a décrypté sur France Inter avec mon copain Frédéric Danry la semaine dernière, ou la semaine d'avant, quand Ségolène Royal qui sera là d'ailleurs aussi donc, demain, toute la journée elle sera avec nous, quand elle a dit effectivement de nouveau du nucléaire en France, simplement elle faisait un simple calcul des centrales qui de toute façon à terme devront fermer, donc pour les remplacer par d'autres. C'était pas du tout complètement incohérent, qu'on soit pro
ou contre le nucléaire, peu importe. C'était pas du tout dire on va forcément faire perdurer tout, loin de là. Mais derrière tout ça, il faut quand même sauver le soldat Areva qui n'est pas du tout en forme. Et aussi EDF qui a besoin aussi de garder bien sûr des parts de marché. C'est pas une critique, c'est juste un constat. Moi je comprends très bien. La production est ouverte déjà depuis donc un certain temps pour EDF. Ils n'ont pas vacillé d'ailleurs pour autant. Et en revanche, la clé de tout ça, c'est le réseau. C'est par le réseau, vous regardez votre facture, c'est très simple. Si vous la regardez un petit peu attentivement, enfin vous le savez pour beaucoup d'entre vous, pour d'autres pas du tout, c'est au niveau du réseau que se passent effectivement les gains. Même repris par ERDF, même si on a fidélisé les choses, mais enfin globalement ça fonctionne quand même gentiment ensemble. Voilà, c'est juste un constat, c'est pas du tout une critique, c'est juste pour expliquer deux, trois petites choses. Je trouve formidable, si vous voulez, cette espèce d'association entre le militantisme que vous représentez et le jésuitisme économique que vous représentez aussi, cher Gaël Giraud. Voilà. Alors bon, on va pas avoir le temps parce qu'on a explosé. Déjà, c'est vrai qu'on a commencé avec 20 minutes de retard. Nous avons donc, par rapport au temps, nous n'avons que 5 minutes de retard, mais on va pas pouvoir passer aux questions. C'est très dommage parce que je sais que je vais vous frustrer à fond. Là ça va être formidable. On va pas y arriver parce qu'il est 1h moins 10. Donc, pardonnez-nous là-dessus sur la question sur le temps de questions-réponses. Je savais dès le départ qu'on n'allait pas y arriver. On se retrouve, je sais pas, nous on a, si, 14h30 là sur les territoires, on va avoir des choses formidables avec la communauté donc de Dunkerque, celle de Bordeaux, celle de Brest Métropole. Donc on va avoir tout ça aussi, donc avec une inspectrice générale, urbaniste géniale aussi. Donc voilà, donc ce sera du côté de 14h30. On vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir. Voilà. Et bon appétit à tous.